Ah, bienvenue à vous sur cette review de 3000 ans à t'attendre de George Miller, sorti ce mercredi ou celui précédent. J'en ai rien à foutre parce que je vais chier sur le film, les amis. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis seul. Je suis seul et je vais découvrir ce que c'est de commenter un film que j'ai pu voir avec la personne que j'aime, qui n'est pas Kozak malheureusement. Mais c'est un film qui est très intéressant à parler, que je n'ai pas foncièrement aimé, loin de là, et qu'on va en discuter tout de suite. Voilà, George Miller. Vous connaissez un peu le bonhomme. Je vais vous dire, bon, le gars a fait quoi dans la vie quand même, c'est un gros réal. Il a fait Mad Max. Il a fait Mad Max 2. Non mais pas que ça quand même. Il a fait Mad Max 3. Et je crois... Ah oui. Il a fait... non, alors, vous allez croire... vous pensez je dis encore Mad Max, un truc comme ça. Non. Il a fait Mad Max Fury Road. Voilà. Non mais clairement, ce gars est connu pour la saga la tétralogie, je crois qu'on dit pour ça, pour 4. Je ne sais plus. La quadralogie des magnifiques... Oula, il y a du Yu-Gi-Oh qui sort. Pour cette magnifique quadralogie de Mad Max, mais il a également fait d'autres films qui vont être importants pour comprendre 3000 ans à t'attendre. Également les Happy Feet 1 et 2, je ne savais même pas qu'il y avait un 2 à Happy Feet. Est-ce que j'ai vu le premier? Non plus. Est-ce que je les verrai? Je ne pense pas. Mais clairement, c'est intéressant de savoir ça. Il s'est également occupé de la série Babe. Alors si vous connaissez pas la série Babe, déjà honte sur vous. Et le 2, c'est le petit cochon qui parle. Là, direct, tu te dis « Ah, oui, le cochon qui parle !» Alors que non, tu ne t'en souviens pas. Et c'est normal, car personne ne se souvient de cette série. Donc voilà, le gars est surtout principalement connu pour ça. Et là, il arrive, donc après avoir fait les Mad Max principalement, que je trouve que son dernier film, Mad Max Fury Road, avec Tom Hardy et la magnifique... Putain, j'avais son nom. Je l'avais là tout de suite. Mais oui, elle est connue. Qui joue Furiosa. Clairement, on s'est dit, ok, on attend vivement son prochain film. Et là, il arrive avec 3000 ans à t'attendre, un film avec, comment elle s'appelle, Tilda Swinton et Idris Elba, comment on appelle ça, pour une espèce de conte de fées. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc là, tout le monde est hypé, tout le monde, bon, tous ceux qui ont aimé Fury Road, et qui ont un tant soit peu apprécié Mad Max 1 et 2, je ne parle pas du 3. Et clairement, j'y suis allé. Je suis allé voir le film. Et clairement, je vais couper la musique parce que c'est très chiant. Clairement, je suis passé littéralement à côté de l'entièreté du film. Ouais, que je parle en même temps et que je prends mon temps, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de vous sortir l'affiche. Voilà, je suis en train de vous sortir l'affiche. Ne bougez pas. Et donc, clairement, je suis passé à côté de l'entièreté du film, et ce, dès le début du film. C'est-à-dire que le film est sorti... a commencé dès les premières minutes. Je ne savais pas où j'étais. Et ça, c'est hyper frustrant. Je ne savais pas où j'étais, et le film, dès le début, t'emmène sur énormément de choses différentes, te fait découvrir plein d'histoires et plein de personnages qui ne reviendront pas. Bon, dès que j'ai mis l'affiche, je vous sors un panel de défauts que j'ai pu voir dans le film. Attention, qui ne parle que de moi. Évidemment, c'est vraiment pas plus... Voici l'affiche du film. Ce n'est vraiment que mes goûts personnels, parce que je vais vraiment chier sur le film. Attention, en fait, je vais chier sur le film parce que je suis passé à côté. Donc c'est pas que le film peut être mauvais ou non. Pour moi, il l'est. Mais c'est juste parce que, clairement, je suis passé à côté de son aspect conte de fées. Je suis passé à côté de la réal du réalisateur. Alors que j'ai quand même retrouvé quelques effets, quelques choix de caméra qui m'ont fait penser à Fury Road. Et donc, clairement, j'étais pas perdu avec l'arrivée du George aux manettes. Donc vraiment, j'étais surpris de voir que, en fait, dès les premières minutes du film, je suis perdu. Qu'est-ce que raconte le film? Il raconte l'histoire d'une femme de lettres, une érudite, une érudite, qui est jouée par Tilda Swinton, qui le dit dès le début du film, c'est pas un spoil,
elle est seule, sans enfant, sans mari, sans personne, des amis, hein, mais ça se compte sur les doigts d'une main, et ils sont à l'autre bout du monde. Donc clairement, elle est heureuse dans cet état-là. Elle est très heureuse d'être seule et d'avoir cette vie où elle est épanouie. Elle a un boulot qui lui plaît, elle a une maison qui lui plaît, elle a un mode de vie qui se fait sur sa passion. Donc franchement, la personne est heureuse. Tant mieux pour elle. Et en voyageant à Istanbul, elle va trouver une fiole qu'elle va trouver très jolie, normale, bon, il n'y a pas de souci, une fiole qu'elle va prendre comme souvenir simplement. Hop, elle part, elle le prend, et elle rentre chez elle. En voulant un petit peu la nettoyer, elle l'ouvre et elle libère Idris Elba, un djinn, un espèce de génie, d'une lampe. Donc voilà, ça c'est le pitch du film. Voilà, vous n'avez rien d'autre à savoir dessus. Le spoil s'arrête là, parce que c'est littéralement ce qui se passe dans les 5 premières minutes du film. Et ouais, quand je vous dis 5 premières minutes du film, c'est que ça passe très rapidement. C'est pas 5 minutes exactement, mais très rapidement tout s'enchaîne. Et bah, le premier défaut qui arrive, c'est que je ne sais pas qui est Tilda Swinton. Là actuellement, je ne peux pas vous redire son nom. Je ne peux pas vous dire le nom du personnage. Le djinn n'est jamais nommé, hein, c'est pas un spoil, hein, son nom c'est le djinn. Mais Tilda, je ne peux pas sortir son nom actuellement. Je sais que c'est Tilda Swinton, je sais que j'adore cette femme, mais par contre, vous dire quel est son nom de personnage, j'en ai aucune idée, et c'est malheureux parce que c'est le personnage principal. Et encore, peut-être pas. Plutôt, elle partage l'affiche vraiment avec Idris Elba. Et clairement, bah voilà, on se retrouve avec ce film-là qui te pose dans un monde où les djinns existent et tu te retrouves devant. Et le film va t'emmener sur une espèce de conte des mille et une nuits où en fait les personnages parlent et te ramènent dans des flashbacks. Bref, je vous laisse faire votre avis. Le film a une réal très George Millerienne, ça veut rien dire, mais que je trouve vraiment trop pauvre. Avec un budget si petit, attention petit pour un film américain, il arrive à faire des effets spéciaux que je suis d'accord avec ma copine Dune et Mathéo, mon meilleur pote, qui m'ont dit voilà, que pour un budget aussi 3 fois moins élevé qu'un Marvel, ils font bien plus beau qu'un Marvel. Donc là on comprend vraiment que, s'il vous plaît Disney, faites travailler vos gars en montage et en design, s'il vous plaît, mais dans des heures logiques. Faites pas de crunching ou des trucs comme ça, niquez vos mères, laissez-le bosser 8 heures par jour, laissez-les se reposer, ils feront un boulot bien plus intéressant, même si le film sort un mois plus tard. Niquez-vous Disney. Mais ça c'est c'est une balle perdue ça. Mais clairement, avec un budget 3 fois moins important, le film est quand même très beau, avec des effets très jolis, et ça n'a pas à pâlir à côté d'une super production à côté. Donc vraiment, on est actuellement sur un blockbuster qui sort et qui te propose des effets spéciaux très jolis, très poétiques parfois, qui te font un peu Doctor Strange parfois. Et clairement, bah, c'est agréable à l'œil, il n'y a rien à dire. Mais à part les CGI, on n'est pas sur quelque chose de bien plus folichon que ça. J'ai pas retrouvé de plans iconiques. Il y en a certains qui sont très très picturaux. Sans dire ce que c'est, hein, je spoilerai après. Mais clairement, on est sur un film qui peut avoir des petits plans très léchés, très jolis, c'est ça. Mais c'est tellement pauvre. En fait, ça, le film, je le considérais comme pauvre par rapport à Mad Max Fury Road. Évidemment, c'est deux films totalement différents. Je devrais arrêter de les comparer. Mais en même temps, ils sont reliés par le même réalisateur. Donc je peux pas quand même les dissocier. Est-ce que vous voyez que j'ai pas préparé mon live? Oui, clairement. Mais voilà, pour vous dire clairement, j'ai trouvé que tout était pauvre en termes de réal, en termes de scénario, je vais en parler après, hein. Et également en termes de jeu. Attention, ce sont des choix, je pense, des choix de jeu. Ce n'est pas que. C'est que moi, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je n'ai pas été conquis par ce jeu. Il y en a d'autres qui pourront adorer. C'est du jeu très minimaliste. Vraiment, quand je dis très minimaliste, c'est. Ouais, Idriss Elba, t'as pas d'émotion. Ok, vas-y, montre-le. C'est un djinn, il n'est pas censé avoir des émotions, ça. Mais en même temps, le film te montre qu'il a des émotions et t'es perdu parce que le jeu ne le montre pas du tout. Bref, je vais en parler. Il est très déséquilibré également. Ça, c'est un mot que j'avais en tête, qu'il fallait que je sorte. Il est très déséquilibré, vraiment en termes de jeu principalement. Et donc, en fait, le jeu joue sur ce conte de fées qui est une histoire d'amour. Donc, du coup, t'es en mode. Mais du coup, t'y crois pas parce que les personnages, ils donnent rien. Ou alors, ils changent en un plan, ils changent totalement de personnage. Je n'ai rien contre les personnages qui évoluent, mais le personnage de Tilda Swinton, vous allez voir qu'au milieu du film, paf, elle passe du tout au tout, et tu te dis, c'est pas assez. Le changement d'un seul coup d'objectif de vie, c'est pas du tout le même. C'est pas, et surtout que c'est pas assez flagrant.
Bref. 3000 ans à t'attendre, c'est un film que si vous aimez le spectacle, vous allez kiffer. Si vous aimez les contes et les histoires d'amour, vous allez plutôt apprécier. Mais en fait, c'est un film, quand vous allez sortir de la salle, vous allez vous dire, ah, c'est vrai que c'est pas ça, c'est pas logique. En fait, du coup, c'est des trucs en mode, il y a un truc qu'il faut que je dise. Le film te met trop rapidement dans son univers. Il ne l'introduit pas. La scène d'exposition est inexistante. Il y en a une, hein, mais elle est tellement, tellement mal foutue qui te foutent des personnages dedans. Vous allez voir au début, première scène, ça se passe dans un aéroport. Il y a des personnages qui arrivent, pa. Un, deux, j'en ai en tête. Il y en a un troisième qui arrive après. Et ces personnages-là, tu ne les reverras jamais. Donc en fait, t'arrives dans une scène d'exposition où tu vois Tilda Swinton parler avec une personne là, avoir une altercation avec une, rencontrer son ami de l'autre et voir une forme qui fait peur après. Et clairement, t'es en mode, ouais, mais c'est qui ces gens? Tu vas peut-être en apercevoir. Je sais que j'en ai aperçu un plus tard dans le film, mais c'était un figurant. Vraiment un figurant. Ok, ça. Et du coup, t'es en mode, mais pourquoi ils m'ont fait ça? Et j'en parlerai dans la partie spoil. Donc clairement, j'étais perdu face à ce film. J'étais vraiment dans le flou total. Et je me retrouve. Salut Laureline. Le scénario, ouais, je l'ai vu aussi. Voilà, bonsoir Laureline, je n'avais pas vu tes messages. Et clairement, j'ai pas compris le reversement du perso de Tilda Swinton, des trucs. Je vais le lire en même temps ce que tu dis. Et même tu sors de la salle, tu oublies vite plein de trucs, ça ne laisse pas un souvenir impérissable. J'aurais bien aimé qu'on garde le perso flippant du début, c'est sympa la petite tension qu'il a apporté. Exactement. Donc on a une scène, comme tu dis, Laureline, on a une scène d'intro qui introduit pas mal de choses, et à la fin, t'es en mode, mais pourquoi on a eu ça dès le début? En fait, j'aurais préféré une scène d'intro beaucoup plus calme où tu découvres qui est le personnage de Tilda Swinton, donc une femme de lettres, une érudite, une personne qui est très intelligente et très heureuse dans sa vie. Et ça, c'est dit en une phrase, et après, paf, on passe à autre chose. Scénaristiquement, c'est très léger, surtout pour un film qui ensuite va te faire apparaître des éléments de magie au pif comme ça où tu ne comprends pas. Et on a besoin d'être introduit dans le monde. Je prends l'exemple, c'est l'exemple le plus connu de tous, Harry Potter. T'arrives dans le monde d'Harry Potter avec Harry qui lui-même ne connaît pas. Donc tu vas apprendre des règles de ce monde-là, tu vas se dire, ok, même si c'est pas logique qu'ils brandissent des bouts de bois et qu'ils lancent des sorts avec, bah tu découvres avec Harry que c'est possible et tu découvres qu'en fait c'est pas si facile que ça, qu'il y a des cours, une école entière pour faire ça, bref. Tu apprends les règles du monde. Là, 3000 ans à t'attendre, George Miller il te fout dans son monde et il fait voilà, tiens, c'est magique. Si tu aimes tout ce qui est film d'amour très léger où tu vas accepter rapidement les codes, ça, tu vas kiffer. Il y a pas de problème. Je pense que tu vas aimer trop bien t'attendre en te disant bah oui, mais c'est bon, c'est une histoire d'amour, faut pas prendre au sérieux tout ça et pif on y va. Ouais, mais là je me retrouve avec un gars qui a fait Mad Max Fury Road avant. J'ai envie de le prendre au sérieux. Et moi, après, c'est que mon point de vue personnel. J'ai envie de le prendre au sérieux, donc j'arrive avec 3000 ans à t'attendre et j'ai envie d'un film où j'ai envie d'être pris au sérieux. Et là, clairement, on n'est pas du tout sur le même ton. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu 3000 ans à t'attendre, je le conseille. J'ai pas grand chose à dire de plus. Vous allez voir que ça va très vite. Accrochez-vous. Vous allez sûrement kiffer, vous allez sûrement ne pas aimer du tout, ou alors comme moi, vous allez passer à côté de l'entièreté du film. Merci, Laureline. Vous voyez pas ces commentaires, mais ils sont juste là. Voilà. Donc clairement, on est sur un film enfin, moi je suis littéralement passé à côté, et ce dès les premières secondes. Dès les premières secondes, je passe à côté du film, et voilà. Donc je vous conseille de vous préparer avant d'aller voir 3000 ans à t'attendre, et bon courage. Voilà. Vous pouvez passer un bon moment comme un très mauvais. On va passer juste au côté spoil, maintenant on va pouvoir discuter vraiment du film. Donc si vous êtes encore là, ça veut dire que soit vous n'en avez rien à foutre, soit que vous l'avez déjà vu. Hop, je suis un vrai cinéphile. En vrai, on se laisse porter, je trouve, mais quand c'est fini, t'es en mode tout ça pour ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça, parce que le film, même si les gens ont aimé, je prends l'exemple de Dune ou de Matteo, mon pote que j'ai vu hier soir, qui ont fortement apprécié le film, et ben ils ne peuvent pas s'empêcher de dire qu'il a des défauts et qui sont assez gros. Après, on peut dire défauts, mais évidemment, je le dis, des défauts pour nous, hein. On va commencer avec les spoils. Cette scène d'intro qui est très 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 bizarre. On arrive avec Tilda Swinton, qui nous présente avec une voix off comme dans un conte, qui nous présente que je suis une femme seule, indépendante et heureuse de l'être, tant mieux, une femme de lettres qui va à Istanbul pour une conférence, on y va. Elle arrive tout de suite dans un aéroport. Aéroport, très bonne scène d'intro parce que ça permet de faire des rencontres directement, donc c'est très bien. J'arrive dans l'aéroport, je sais qu'elle va arriver, elle va voir du monde, et là, directement, elle se cogne à une personne atteinte de nanisme, enfin, je pense que la personne a été rapetissée, mais en tout cas, voilà, c'est une créature fantastique, on va dire, parce que la personne a une aura autour d'elle. Donc, un nain magique
Donc tu sais pas qui c'est non plus. C'est ça qu'en fait, même moi, je sais pas la définir cette personne-là parce qu'elle était petite, mais est-ce que c'était un nain? Est-ce que c'était une personne atteinte de nanisme? Est-ce que c'était un monstre? Enfin, que je veux dire un monstre, c'était un monstre mythologique? Est-ce que c'était un. On sait pas. On sait pas du tout. Est-ce que c'était un lutin? Est-ce qu'il avait les oreilles pointues? Je ne pourrais même pas le dire. J'ai même plus en tête. Et t'arrives de ça, elle se fait une altercation, puis son pote arrive et qui fait ouais, Tilda, j'ai oublié son nom. Tilda, oui, salut, comment ça va et plus tard, dans la voiture, ils font ah, t'as vu le gars, le chauve, là, le petit chauve qui m'a bousculé? Ils font non, et on n'en parle plus jamais. Vraiment, on n'en parle plus jamais, et lui-même, on ne le revoit plus. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais là, après, il y a le djinn qui arrive, peut-être qu'on va comprendre l'histoire, on ne le revoit plus jamais. C'est un personnage où vraiment tu te dis, mais où est-il? Pourquoi nous l'avoir mis de la première altercation? En fait, c'est ça, c'est qu'on a une scène d'introduction pour découvrir le personnage, on nous met directement une péripétie. Donc là, t'es en mode, d'accord, donc ça va être très important ça, et ça ne revient jamais. Et ça, le film te le fait tout le long. En fait, tout le long du film, le film te donne des informations, te donne un truc en plus, paf, tiens, tiens, paf, tiens. Et plus tard, et même pareil, il y a un gamin qui, parce que tous les jeans sont reconnaissables avec des longs poils sur leurs jambes, et il y a un passage au milieu du film où tu as un gamin qui a des longs poils sur la jambe, donc tu sais il a une ascendance jean, et on n'en revient jamais. On n'en revient jamais. C'est juste une raison pour dire qu'il sent un peu le jean autour de lui, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et t'es en mode, ok, c'est vraiment très léger de nous avoir mis cette information. En fait, c'est ça. Tout le long, on te met des informations. En fait, c'est fatigant. Le film a été fatigant parce qu'en fait, il me perdait tout le long. Il me mettait. Il y a un autre passage qui, ça, pareil, ça m'a beaucoup gêné parce que c'est en mode, c'est hyper gratuit. Il y a un passage où ce gamin que j'en ai parlé là a grandi. Il a grandi, il a fait la guerre, il est devenu très sanguinaire. Et il revient et pour une énième raison, pour tenir un peu le temps, pour pas se faire chier, il demande à faire venir plein de conteurs, des narrateurs. Ce qui est intéressant parce que le personnage lui-même de Tilda Swinton est narratrice et narratologue. Donc du coup c'est intéressant de voir comment ça ne revient jamais ça. Et clairement, enfin tu sais ce parallélisme qui pourrait être fait entre l'histoire qu'il raconte où le gars cherche quelqu'un pour lui raconter l'histoire et le vrai boulot de Tilda Swinton, il est là, tu fais ah les deux se ressemblent, jamais ils vont se croiser, jamais ça va venir sur. Non, c'est en fait on te fout des informations, tu fais des liens. Et non, ça m'a. En fait, du coup, il va jamais faire ces liens. Il te donne les pièces du puzzle, mais tu ne pourras jamais les emboîter parce que jamais ils te mettent. En fait, c'est comme il y a une vitre entre les deux. Tu ne pourras jamais essayer de boîter les puzzles parce que le film te le permet pas. Et t'es en mode. À chaque fois, t'es frustré. Moi, j'ai été frustré pas mal de fois dans le film. Quand je dis pas mal, c'est deux, trois fois. Mais en particulier, ce que je vais dire là, c'est vraiment le plus important. Ensuite, je vais lire ton petit message. Mais. Mais clairement, tu te retrouves avec le personnage sanguinaire qui trouve enfin un narrateur qui lui fait rire, tout ça. Et on voit des petites scènes avec une voix off où le personnage rigole avec lui, tout ça. Et il nous dit voilà, ils vont devenir meilleurs amis. Ok, d'accord, tu te dis, ouais, tu l'avais vu tuer plein de gens, même gratuitement, prêt à tuer son propre frère. T'es en mode, ok, le gars est vraiment sanguinaire. Et, et à la fin, il tombe sur ce narrateur, il devient ami, et la voix off te dit, et même, ils vont tomber amoureux. Et là, tu fais, ah oui, d'accord, donc c'est ça le changement, le truc, ok, c'est l'amour, donc on en revient sur le conte de fées, paf, Asie, let's go, je comprends, paf. Plan d'après, le narrateur meurt, de vieillesse. Et t'es en mode, pourquoi euh, Pourquoi m'avoir dit qu'ils étaient tombés amoureux, de m'avoir donné cette information? C'est pas un problème que deux hommes tombent amoureux, y a aucun problème. Le problème, c'est de nous avoir donné cette information-là. De t'être dit, ouais, je vais mater je vais emmagasiner cette information-là pour la suite, en sachant que c'est un conte de fées, une histoire d'amour, tout ça. Donc tu vas prendre ça en tête, et que le plan d'après, il meurt, et on n'en parle plus jamais. C'est. En fait, ça commence à m'énerver. Parce que je suis en mode, putain, mec, je n'ai pas compris ton film. Je suis passé à côté, et ça me fait chier. Laureline dit ouais, d'ailleurs, tous les jeans ont des poils sur les jambes et Idris Elba n'en a pas, mais a des écailles. What the fuck? J'avais pas remarqué ça. On te donne des infos pour te dire l'inverse juste après. En effet, j'avais même pas remarqué ça. Donc, même si c'est pas le plus flagrant, je suis d'accord que même là, c'est l'inverse à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, on te donne des infos, soit on l'oublie, soit on te dit autre chose après. Et pour moi, c'est un problème de scénario. C'est George Miller a réalisé le film, il a également écrit, et il se base sur une nouvelle qui a le même nom, qui s'appelle Le Djinn et je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une nouvelle. Donc c'est un petit film, enfin c'est un petit bouquin quoi. Et clairement, tu te retrouves donc avec beaucoup trop d'informations pour ce que le film veut te donner, enfin veut montrer. Et t'as trop en tête. T'as trop en tête. Si je continue le film après cette scène d'intro là, la personne, Tilda Swinton, fait une conférence et on aperçoit un homme qui fait peur,
qui est habillé de blanc, qui fixe le personnage principal, qui fixe la caméra comme ça et qui te fait vraiment devenir une tension. Tu te dis, ok, on a. est-ce que- déjà, je commençais à douter. Je commençais à douter parce que t'es en mode, ok, est-ce qu'on va avoir l'antagoniste devant nous? Est-ce qu'on a déjà l'antagoniste qui te happe dans son monde déjà? Ok, let's go. Comment ça se fait? Et le personnage, on ne le revoit jamais. On le revoit un moment dans la première histoire du Jin avec Shiva, et c'est vraiment un figurant derrière Shiva qui ne dit rien, et on le revoit plus jamais du film. Et surtout, tu te dis, en fait, elle voit dans son imagination, elle voit déjà des visions de personnages qui seront dans l'histoire du djinn, alors qu'elle n'est même pas encore en possession de la fiole du djinn, ni n'avoir rencontré encore le djinn, donc être au courant que ça existe. En fait, son imagination prédit déjà le futur, et du coup, t'es en mode, mais pourquoi on a vu ces figurants, parce que c'était des figurants, pourquoi on a vu ces figurants et, alors que logiquement, elle n'est pas censée connaître leur existence. Est-ce qu'elle est magique elle aussi? Ça ne revient jamais le fait qu'elle ait pu voir quelque chose dans le futur. Ça ne revient jamais le dire est-ce qu'elle a peut-être des pouvoirs magiques? Est-ce qu'elle est liée tout ça? Non, le djinn arrive et apporte beaucoup de réponses. Mais du coup, elle avait déjà des questions, mais en fait, toutes les réponses que le djinn apporte ne répondent pas aux questions qu'on a au début. C'est pourquoi le nain est arrivé et l'a bousculé, on le revoit jamais. Pourquoi elle voit des imaginations, des histoires du djinn alors qu'elle l'a pas encore rencontré. Tu te poses trop de questions. Et le film, même s'il a un rythme assez bon, hein, franchement j'ai bien aimé. Je dis beaucoup de mal du film, mais j'ai bien aimé ce côté, on raconte des histoires d'amour avant, ce qui fait que ça va créer ensuite un rebondissement avec l'histoire d'amour de Tilda et Idris. Donc t'es en mode, ok, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce côté huis clos dans la chambre d'hôtel. Et j'aurais aimé littéralement que tout se passe dans la chambre d'hôtel. Qu'en fait, qu'il y ait ce balancement entre, voilà, le djinn raconte des milliers d'années d'histoire d'amour, ou de guerre, ou de succession, tout ça, alors que l'histoire d'amour entre Tilda et Idris Elba se fait en une journée dans une simple chambre d'hôtel à Istanbul. J'aurais aimé qu'il y ait ce décalage entre milliers d'années d'amour et une seule journée dedans, et tu te dis l'histoire d'amour, bah ça peut se gérer dans tous les sens, il n'y a pas besoin de temps, c'est en fonction si tu trouves la bonne personne, c'est avec elle que tu feras ta vie. Et en effet, j'aurais pris. Là, ils partent à Londres, ils se font. Lui, il a des problèmes, tu sens pas du tout qu'il est amoureux d'elle, mais tu vois, je vais en parler, je vais lire un petit peu les messages de Laureline. Comme tu dis, on te dit quelque chose pour que ce soit l'inverse après, on oublie, on passe à autre chose. Oh, le gars qui fait peur pendant la conférence, j'ai adoré. Bah ouais, c'était très intéressant de le voir. Et tu le revois plus, tu sais pas à quoi il sert. Plein de questions, pas de réponses. Ouais, mais non, mais l'histoire d'amour entre Tilda et Iris, ça passe pas du tout. Franchement, j'ai soupiré. Je suis d'accord. Et pourquoi? On va en venir au jeu. Moi, je suis pas un grand fan, mais j'apprécie énormément découvrir des films avec Tilda Swinton. Tilda Swinton a un jeu très spécial, pas mauvais, j'ai dit spécial, parce que tout le monde ne peut pas apprécier. C'est comme le jeu de Ryan Gosling. Voilà, il faut aimer comment ça passe, et surtout que c'est un jeu très mystérieux. C'est un jeu des fois fantastique dans le genre. C'était en mode, tu sais pas qui est cette personne-là, tu sais pas, et du coup, ça joue beaucoup sur ses rôles, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de rôles un peu mystérieux comme ça qui se cherchent. Et clairement, Tilda Swinton, j'adore. Idris Elba, je suis moins fan. Clairement, parce que j'ai déjà vu beaucoup moins de films de lui, et surtout que c'est pas un acteur qui m'a, franchement, dans les quelques films que j'ai vus, c'est pas les meilleurs non plus, et ben, c'est pas celui qui m'a le plus fait chavirer. Et t'arrives donc avec un film où Tilda Swinton est une femme seule, indépendante et heureuse, mais qui, en fait, est juste satisfaite. Donc du coup, elle est pas là à rire, elle est très réservée. Elle avait un ami imaginaire quand elle était petite, pareil, ça nous, ils nous disent elle nous raconte une histoire de son ami imaginaire, il revient jamais. En fait, quand je vous dis que le film donne énormément d'informations pour si peu à la fin, t'es en mode, pourquoi tu viens autant bourrer le crâne? Bref, et clairement, t'arrives avec un personnage qui a pas un jeu extraordinairement euh, expressif. Je cherchais le mot en fait, excuse-moi. Expressif, donc ce qui va avec le personnage, tout ça. Mais il va être combiné au Jin, qui est joué par Idris Elba, qui lui-même a zéro émotion. Et donc, du coup, t'es censé croire à l'histoire d'amour entre deux personnes qui ne se sourient pas, qui on parle d'une voix monotone et qui ne se touchent jamais et qui s'écoutent l'un l'autre. Donc moi je trouvais très intéressant de les voir s'écouter au début dans cette fameuse chambre. Je trouvais que c'est très intéressant parce qu'ils se connaissent pas au début en plus. Je trouvais que le début du film était quand même sympa en termes juste du personnage de Tilda Swinton parce que elle est en mode alors du coup je te connais pas. Oui, il y a un problème, je reviens justement. Elle voit un djinn sortir de sa lampe, elle a aucune réaction. Alors, il y aurait pu avoir un cri, un soupir, une exclamation, même brève. Il n'y a rien eu. Elle s'en bat les couilles. Elle voit un énorme djinn posé dans son salon. Elle ne fait rien. Et la première chose qui lui vient en tête, c'est les histoires de djinn, ça se finit toujours mal. Donc, je vois pas pourquoi je te ferais confiance. Et t'es en mode, mais
Meuf, t'as quelque chose d'extraordinaire devant toi. Ok, c'est des réflexions qui peuvent arriver après, mais pas dans la première seconde. Bref, ouais, il n'a pas d'émotion, mais il est grandiloquent en même temps. C'est hyper bizarre en décalé. Ouais, je suis d'accord qu'il. En fait, c'est quand je vous ai dit au tout début que le film était déséquilibré, c'est ça. En termes de jeu, et en termes, je pense que c'est surtout George Miller qui a donné très mauvaises indications. Je ne sais pas, hein, c'est moi qui dis ça au pif. T'es en mode, des fois, le personnage d'Idris Elba va péter de colère, tout ça, tu ne sais pas pourquoi. Ça n'est jamais expliqué pourquoi le personnage pète des fois un coup de colère. Ou alors, vraiment, quand je dis que ça n'est jamais expliqué, attention, c'est que moi, je ne l'ai pas compris. Je préfère pas que c'est jamais expliqué, parce qu'il y en a d'autres qui pourront très bien venir me dire, il me fait, mais si, lutin, si, c'est parce que ça, et moi je dirais, ah oui, ok, je comprends mieux. Non, c'est juste que je suis tellement passé à côté du film que je n'ai pas compris pourquoi il s'énervait comme ça, et que tout le long, le Jean raconte 3 histoires. C'est très décousu mon live, hein, mais vous comprenez un petit peu. Et j'ai besoin de tout extérioriser. Et vraiment, le Jean raconte 3 histoires à Tilda Swinton pour montrer qu'il n'est pas méchant et qu'il fait pas juste pour lui, qu'il veut juste être libre pour qu'elle puisse faire ses 3 vœux tranquillement. Et il raconte 3 histoires, 3 belles histoires, pif paf pouf, ça passe. Et au bout de la troisième histoire, après lui avoir raconté une histoire où lui était amoureux alors que elle non, une autre où il est resté enfermé pendant des milliers d'années dans une fiole pour une femme qui était amoureuse du mauvais homme. Et ensuite de ça, la troisième, où c'est son histoire d'amour à lui avec une scientifique, qui était la plus belle histoire, la troisième. Et clairement, t'es en mode, ok, les 3 histoires se lancent, donc 3 histoires d'amour de différents degrés. Et dès la fin de la troisième histoire, après un personnage où tu te dis Tilda Swinton, tu la vois pas beaucoup au début parce qu'elle est elle est intercalée entre les histoires de Idris Elba qui prennent tout le film. Et dès qu'elle a. Et toi, du coup, quand t'arrives à la fin de la troisième histoire, tu te dis toujours bon, bah ok, Tilda Swinton, qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? Qu'est-ce qu'elle dit? Paf! Changement de jeu d'un seul coup, changement d'objectif de personnage. Elle fait voilà, maintenant, je veux faire ma vie avec toi, je suis amoureuse de toi. Ça arrive trop rapidement. Tu pourrais y croire s'il y avait eu déjà à partir de la première histoire, de la deuxième histoire, ou même que Tilda Swinton avait un défaut fort. Parce que le défaut, c'est qu'elle a déjà été mariée et que lui, il a pu refaire sa vie et qu'il lui a dit toi, tu ne comprends pas les sentiments des gens. Et du coup, mais c'est juste un plan. C'est un plan avec une voix off et c'est tout, ça part. Et du coup, tu te dis, mais quel est le défaut de Tilda? Et Tilda, ça peut être en fait qu'elle se cache derrière son personnage de femme indépendante et seule et heureuse de l'être. Mais c'est jamais dit, on la voit jamais souffrir avant. Et d'un seul coup, elle se dit, paf, ok, let's go, je veux être amoureuse de toi et toi aussi. Alors déjà, t'as du mal. Et surtout qu'en fait, à partir de ce moment-là, l'un des plus gros défauts du film, c'est que le film t'emmène vers une direction qu'il ne prendra jamais. Et ça m'a énormément gêné. Il y a quelqu'un dans la salle où j'étais qui s'est exclamé c'est insensé. J'ai explosé de rire parce que c'était exactement ça. Oui, totalement. Et en fait, le film, c'est à partir de ce. Je pense que je terminerai là-dessus parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Enfin, si, j'aurais énormément de choses à dire, mais je tournerai en rond en fait. Et à partir de cette deuxième partie, je trouve que c'est là où le film vraiment va vraiment dans le pire sens possible. C'est qu'il t'emmène à un endroit où il n'ira jamais. Donc en fait, il te perd encore plus. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je ne suis pas sorti de la salle, j'étais pas énervé, j'étais juste totalement perdu à des kilomètres du film. C'est qu'en fait, le film, quand Tilda Swinton te dit voilà, je veux être amoureuse de toi et je veux que tu le sois aussi, tu vois que le G n'est pas très heureux de ça. Et clairement, il va faire bon, bah si c'est ton choix, d'accord. Donc déjà depuis le début, Idris Elba ne voulait qu'une chose, c'est sa liberté. Là, il accepte dès le début un vœu sans trop essayer de changer la vie de Tilda. Et t'es en mode, ok, t'acceptes facilement, mais d'accord, c'est son vœu, t'as envie de le faire. Ok, let's go. Il le fait. Après ça, ils quittent Istanbul, ils vont à Londres, là où habite Tilda Swinton, ils font leur vie. Et ça se passe très mal pour le Jean. Le Jean, tu vois que elle est très amoureuse, lui pas vraiment. La ville de Londres est très assourdissante en termes d'ondes, ça lui fait extrêmement mal à la tête, il le sent pas bien. Il y a un moment où tu le retrouves pratiquement desséché au fond de la cave. Je n'ai pas compris cette scène. Je n'ai pas compris pourquoi il est desséché. Pourquoi? Donc tu te dis, ok, ça veut dire qu'il est pas heureux, il est pas amoureux, il n'y a pas de truc comme. Je ne comprends pas. Tu te dis, ok. Et c'est là où tu te dis, c'est intéressant. Et c'est là où c'est là où je me commençais à me dire, ah, le film prend une direction que j'apprécie. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, tu es dans une histoire d'amour qui va à fond. Enfin, on te raconte plein d'histoires d'amour qui se passent mal, tout ça. Et en fait, le film, au lieu de te dire qu'à la fin, toute l'histoire d'amour va bien se passer, et ben du coup, il te montre que elle, sans le savoir, fait souffrir Idris Elba. Parce qu'en faisant ce vœu-là, donc son premier vœu, c'était clairement le vœu de je veux que tu m'aimes contre ton gré, aime-moi.
Donc ce coup, c'est très difficile à faire ça. Mais en même temps, c'est très beau dans le film, parce que je me suis dit, ah, c'est bien. En fait, Tilda Swinton ne remarque pas qu'elle est en train de détruire l'essence même du conte de fées. Et je trouvais ça très cool. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été encore plus déçu à la fin. Parce qu'en fait, le film, tout le long, bah, du coup, il t'emmène vers ça. En plus de ça, Idris Elba a un jeu vraiment morne, ce qui fait tu te dis, mais il a pas du tout envie d'être là. Il est très très triste. En fait, t'as du mal pour lui. Tu fais, putain, le pauvre. Il voulait juste sa liberté. Il a accepté d'être amoureux de cette femme-là. Mais il y a rien. Bref, t'as un deuxième vœu qu'elle fait plus tard, mais ça on s'en fout. Et le troisième vœu arrive. Donc là, après un moment où tu te dis, putain, le gars il est pas heureux. La ville lui fait énormément de mal à la tête parce qu'il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques, tout ça. Ça c'est un délire, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Le troisième truc, bah, du coup, il finit desséché dans une cave, on sait pas pourquoi. T'es en mode, putain, ok. Donc tu te dis, l'amour est que dans un sens, et c'est quand même intéressant, voyons voir où ça va aller. Le troisième vœu, Tilda Swinton comprend l'arrière en fin de film. Tilda Swinton, que lui, il est pas heureux, putain, il a fallu 3 ans. Et du coup, elle lui dit, voilà, je le sens que tu vas pas bien, donc mon troisième vœu, c'est, je fais le vœu que si tu n'es pas heureux, tu partes. Et tu fais, ah, cool. Ok, bah il va partir. Ok, y a pas de souci, bah normal. Et ok, on va avoir une morale peut-être simpliste, mais tu vois, vous voyez où je veux en venir, vous allez comprendre. Mais du coup, t'es en mode, ok, on va partir dans ce sens-là. L'histoire d'amour, faut pas la forcer, faut qu'elle vienne comme ça. Ça aurait pu être simple, mais ça aurait pu fonctionner. En mode, voilà, l'histoire d'amour, c'est pas un truc que tu dois forcer, c'est un truc que tu dois laisser aller. C'est un truc où, vas-y, il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut que ça se laisse aller. Bref, c'est très simple, je me répète. Et le troisième vœu se fait, et là, la petite bouteille en verre, dont je ne sais même pas d'où elle sort, il y a une petite bouteille en verre que Tilda se ramène en quittant Istanbul. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, tu sais que c'est là où elle a rangé le, le jean, mais clairement, ça revient pas après, donc tu dis juste c'est juste un moyen de cacher le jean, mais pourquoi cette bouteille a autant d'importance? Tu ne sais pas. Et du coup, t'arrives, et le vœu se fait, pendant t'as quelques secondes où ils se regardent, et là, il se retourne, et t'as la bouteille en verre qui explose. Et cette bouteille en verre, clairement, ça veut te dire, bah non, c'est bon, il est heureux, il reste avec toi jusqu'à la fin de sa vie. C'est totalement illogique. C'est clairement illogique et tu ne comprends pas pourquoi le personnage reste alors que depuis le début, il souffre. Et je ne comprends pas parce que tu te dis, ok, c'est encore pire que ça. Est-ce que le film va aller plus loin que ça dans le côté malsain? Et non, le film se termine. Le termine sur un plan où ils se tiennent par la main, ils eurent des enfants et c'est très heureux. Façon de parler, hein, c'est pas ça. En plus de ça, dans un plan à la fin très. En fait, c'est comme s'ils marchaient tous les deux dans le fond d'écran Windows 95. Tu sais, les collines là. C'est très très moche. Très très moche. Mais ça peut être voulu, ça peut être une critique, mais comme je vous dis, je suis passé à côté du film. Non, ça veut dire qu'il est libre, il s'en va d'ailleurs, non? Bah non, elle part avec lui. Elle part avec lui. Je ne comprends pas. En fait, il y a un passage où elle rentre, je crois, et elle le voit plus. Non, non, ça c'est quand il est desséché. Non, non, à la fin, il y a un truc très, très bizarre encore, parce que je ne comprends pas. C'est. Non, il s'en va, il revient 3 ans plus tard. Ah ouais. Moi, j'ai pas compris ça. Pour moi, pendant. Ah, ok, c'est ça. Ah oui, oui, ok, je me rappelle. Il s'en va, il a dit qu'il va le révisiter de son vivant. Ah, j'ai pas compris du tout ça. Ouais, en fait, vous voyez à quel point je n'ai pas compris le film. Je sais qu'il y a 3 ans qui passent, mais pour moi, pendant ces 3 ans-là, ils vivaient leur vie et ils visitaient un peu tout. Il allait voir ce qu'étaient les humains, il allait voir ce qu'ils faisaient, la neurochirurgie, les trucs comme ça. En fait, il fait sa vie, mais juste il lui rend visite de temps en temps. Ouais, c'est ça, ok. Bah, et clairement, à la fin, ce plan final qui se passe dans le fond d'écran de Windows 95, t'es en mode, ok, ils se retrouvent, ok, on y va. Et là, elle ferme les yeux et elle compte jusqu'à 3 pour qu'ils disparaissent. Parce que c'est un truc qui était revenu tout au début, hein, une espèce de fusil de Chekhov. Et tu fais, ah, elle a pas envie de le revoir. Mais en fait, le film te perd tout le long. Non, ça c'est avant qu'on fasse son troisième vie, qu'il fasse son troisième vœu. Ah, bah du coup, je suis totalement perdu dans le truc. Bref, tout ça pour dire, en fait, je suis passé à côté du film. Même moi, j'avais pas compris la fin, en fait. Du coup, tu mélanges la timeline. Ouais, je pense. Je pense. La fin m'a vraiment perdu. Déjà que j'étais perdu dès les premières minutes du film, à la fin, j'étais vraiment totalement out of the film. Je suis bilingue. Mais clairement, en fait, on en revient à ce défaut principal que le film te donne trop d'informations et qu'à la fin, tu fais. Ok, pourquoi 3000 ans, 3000 ans, 3 ans sont passés et du coup, tu fais ok, même moi, j'avais pas compris qu'il était parti. Quand elle
quand elle compte, c'est quand elle le revoit, pour vérifier que c'est bien lui, qu'elle hallucine pas. Putain. Pour moi, en fait, c'est quand elle a compté, c'était en mode pour ne pas qu'il revienne, en fait. Elle avait pas envie qu'il revienne. Je t'ai dit à la fin, tu te dis c'est tout ça pour ça. Bah moi j'ai pas compris ça en fait. Moi j'ai compris en mode d'accord, j'ai rien compris. En fait à la fin du film, je me suis même pas dit tout ça pour ça. Je me suis dit je n'ai pas compris leur histoire d'amour, ni qui était amoureux de qui, ni ce qu'ils avaient fait, ni pourquoi ils se sont racontés tout ça pour qu'à la fin ils tombent amoureux. Je n'ai pas compris aucun des éléments scénaristiques. Parce que je suis passé à côté, parce que j'ai eu une très mauvaise scène d'exposition, parce que j'ai eu un très mauvais, un jeu, non pas un très mauvais, un jeu d'acteur totalement déséquilibré, j'étais totalement out. J'étais pas dans le film du tout. Donc 3 millions à t'attendre de George Miller, c'est pour moi un mauvais film, car il n'a pas du tout réussi à me faire rentrer dedans, alors que je voulais, parce que George Miller. Parce que j'ai adoré Mad Max Fury Road, qui est pour moi le film des années 2010, sorti en 2015 je crois, le film des années 2010 qui pour moi fait un excellent film d'action que j'adore revoir, qui a une patte magnifique, un étalonnage logique, pas beau mais logique. Voilà, c'est ça, le film c'est légendaire. Et moi j'ai adoré Man of Steel Road pour tout son rythme, pour ce qu'il raconte, pour son délire, j'ai adoré. Et là j'arrive avec un film où je n'ai rien compris, qui a aucun sens. Ça n'a aucun sens par rapport au personnage. Oui, je suis ça. Mais quelle que soit éperdument amoureuse de lui, je comprends vraiment pas. Ça n'a aucun sens par rapport au personnage. Voilà, je suis totalement d'accord. Donc on est deux à vous le dire là. On est deux à vous dire que le film n'a pas de sens parce que en fait le film prend pas le temps de t'expliquer les choses. Ne prend pas le temps. Il y a trop de trucs. Ouais, je pense qu'il veut te raconter trop de choses et qu'en fait à la fin il aurait pas dû. Voilà. Bah c'était 3000 ans à t'attendre de George Miller. Ah mais Mad Max Fury Road c'est un film à voir et à revoir en boucle pour découvrir des nouveaux trucs à chaque fois. Je suis d'accord que Mad Max Fury Road fourmille de petits délires, de plus le monde est si bien foutu. Je vous conseille clairement Mad Max Fury Road qui est une suite spirituelle à Mad Max 2. Personne ne parle de Mad Max 3. À oublier, clairement. Et je suis sûr que le film, je vais l'oublier. Et je me dirais juste, bah en fait, ouais, je me rappelle que le film, je l'ai oublié parce qu'il y avait trop de choses. Et quand on a trop de choses, bah t'oublies pas, t'oublies. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, bah Laureline, merci de m'avoir suivi sur cette petite review. C'était très sympa, ça va pas durer très longtemps parce que comme je reviens de vacances, je n'ai pas pu voir d'autres films. Donc en vrai, 3 millions à t'attendre, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, clairement. Bon, trop de choses en même temps, pas assez. Exactement. Ce sera le mot de fin de ce live. Des bisous Laureline. Et des bisous YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et également de follow sur la chaîne Twitch qui est twitch.tv/lesplanches pour suivre un maximum de contenu. On fait Yu-Gi-Oh! On fait beaucoup de cinéma. On va mater énormément de films qui vont être très drôles et ça va être fun. Allez, des bisous Laureline. Ciao ciao. Bisous bisous.